minutes, je vous exprimais que ma petite flamme d'espoir avait rallumé. Oui. Quand j'ai vu ce qui se passait aux États-Unis. D'après moi... Master Cynic a été un peu ébranlé de voir que, ça se peut que des gens votent pour ça. Oui. 2, ça se peut que des gens veulent passer à l'acte. 3, je sais pas s'ils vont passer à l'acte. Je sais pas On l'a pas encore vu. Si Vincent va garder ta flamme allumée, par contre. On dirait que... Puis on se parle pas, là. Non. On dirait que Vincent arrive toujours, puis... Quand je suis bien cynique, lui, il a tout le temps une petite flamme d'espoir. Okay. Puis là, quand moi, j'ai une petite flamme d'espoir, pouf! Souffle dessus. C'est Vincent Geloso qui est là. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis comme un modulateur de comportement. C'est ça, hein? J'assure que tout soit le plus plate possible. Non, mais c'est bien. T'es un gars qui retire les cordes. Là. Tu ramènes les égarés, tu ramènes ceux qui vont trop loin. Écoute, c'est parce que je suis probablement pas le premier qui t'en parle et qui se dit « Hey, my God, hier, j'entendais, puis je te contais ça pendant la pause, Vivek Ramaswamy. Qui se faisait poser la question quelle proportion des agences vous allez couper parce qu'il est maintenant avec Elon Musk au Department of Government Efficiency. Puis il disait, écoute, il dit, il y en a que ça va être juste des tranches, il y en a que ça va être des demi, puis il y en a que ça va être l'agence au grand complet. Puis là, je me dis, ça se peut faire ça. Mais là, 2 choses. 1, ça, c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous. Et 2, je sais pas si dans l'évolution, on est rendu là dans notre colère, dans notre réaction face à tout ça. Fait que je te laisse aller. Est-ce que c'est possible un gouvernement qui arrive, qui installe un Elon Musk au Canada puis qui dit fais le ménage? Écoute, il y a toujours... La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'assez unique aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as 2 programmes, plus un 3e, qui sont absolument pas touchables, c'est-à-dire Medicare, Social Security et les paiements sur la dette. Ces 3-là ensemble constituent le gros des dépenses du gouvernement fédéral et ils ne sont pas réformables par voie décrète par abolir des choses. Il faut que ça passe par le Congrès. Donc, c'est pas dans l'univers du plausible. D'ailleurs, Trump s'est fait élire en disant quelque chose que les républicains n'ont jamais dit, c'est qu'il n'allait pas faire de réforme de Social Security. Donc, ça, c'est déjà... il reste pas grand-chose après ça. En plus, il faut que tu enlèves la défense nationale, qui est le quatrième dans les 4 plus gros. En fait, il n'est pas exactement 4e, mais c'est le 4e dans la liste des 4 plus gros. Ouais. Et ensemble, tu n'as plus grand-chose qui reste. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire une sorte de kit ou double avec ce qui reste. Fait que mettons ça au clair. Maintenant, est-ce que ça, c'est possible au Canada? Je suis pas vraiment convaincu que c'est dans l'univers du possible, de la manière dont c'est vendu. Largement parce que l'idée de l'efficience, le E dans Doge... Ouais. C'est super difficile à définir. Tu peux changer le critère, tu peux changer la mission. Ouais. Qu'est-ce qui est efficace? Est-ce que c'est le service rendu à la population ou c'est le montant d'argent qu'on met dedans? Ou même, ils n'ont pas l'air de poser la question, par exemple, est-ce que vraiment l'État devrait faire ça? Parce que si tu dis, par exemple, on veut juste mieux dépenser, il y a des choses que l'État fait qui sont socialement nuisibles. Donc, on ne voudrait pas qu'ils dépensent mieux pour faire quelque chose qui est pas bien. En fait, on devrait considérer cet élément-là. Donne-moi un exemple. Bon, qu'est-ce que l'État fait qui pense que c'est bien, mais que c'est pas bien pour le public? De donner des subventions à des entreprises comme Nordvolt. Si l'État était capable de donner plus efficacement en utilisant moins de fonctionnaires à plus de Nordvolt, on aurait plus souvent des échecs comme celui-là. On devrait pas... C'est pour ça que quand je dis c'est important de définir l'efficience, le point, c'est pas que tout le monde a sa propre version de la tarte aux pommes ici. C'est juste que si après ça, tu dis on va agir sur cette définition-là, tu as tellement de définitions différentes que tu peux difficilement arriver à quelque chose de concret. Mais mettons parce que là, ça, c'est en ayant une vision globale et très at large, mais mettons qu'on focus sur, exemple, je donne un exemple, baisser les impôts, l'argent, l'argent qu'on donne au gouvernement, la gestion de l'argent. Il n'y a pas moyen là, de parler d'efficacité? Je te dirais que la meilleure manière de faire, puis c'est probablement la chose que moi je dis, ça fait depuis maintenant 2 décennies que je répète ça parce que je commence à vieillir. Et puis parce que personne t'écoute. Aussi peut-être parce que personne m'écoute, effectivement. Écoute, je présume qu'on a des auditeurs ici, fait qu'il y a un nombre non zéro de gens. Non, mais je parle de gens qui ont les mains sur le volant, comme disait l'autre. Écoute,
tu m'as complètement fait détracter avec ça. Une chose que tu dis depuis 20 ans. Ce que je dis depuis 20 c'est que tu peux pas y aller avec des petites réformes à la pièce. Généralement, c'est mieux de faire des réformes globales, pédagogiquement expliquées aux gens et de les faire toutes d'un coup. Ouais. Et on a un exemple de ça au Canada, c'est quand Paul Martin était ministre des Finances. Paul Martin a été très clair. Il expliquait la nature du budget, de l'effort pour équilibrer les finances publiques fédérales et il établissait exactement tous les paramètres pour que les gens comprennent que c'était pas un truc qui allait être très, très ciblé, mais un effort concret, généralisé, au lieu de faire des trucs à la pièce que quand après ça, tu prends tout dans l'ensemble, tu comprends pas c'est quoi la cohérence. Ici, c'était un cas très cohérent de réforme des finances publiques, de programmes qui étaient reconsidérés un par un. Et c'est pour ça que je pense que c'est mieux une approche du genre réforme globale que réforme fragmentée, si tu veux. Et pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi que Musk et Ramaswamy vont privilégier aux États-Unis. Puis revenons au Canada. Ce que tu vois dans ce que dit Pierre Poilievre, est-ce que là-dedans, tu vois quelque chose d'une réforme plus globale ou encore là, tu penses que ça va être voué à un échec? Mais il y a deux choses. Pierre Poilievre n'a pas dit grand-chose de très concret depuis qu'il est chef sur qu'est-ce qu'il allait faire. Et non seulement ça, mais il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Je veux dire, le gros des problèmes, il y en a plusieurs au fédéral, notamment des programmes que le fédéral devrait peut-être laisser aux provinces, notamment tout ce qui est assurance dentaire, par exemple, tous les efforts d'essayer d'aider pour les garderies. Mais au-delà de ça, le fédéral ne peut pas faire grand-chose. En fait, le problème de discipline fiscale au Canada, les deux gros postes de dépenses, en fait, dans toutes les provinces, c'est la santé et l'éducation. Et c'est qui prend en charge de la vaste majorité de ces deux domaines-là, mais c'est les provinces. Donc, il n'y a pas grand-chose que Pierre Poilievre peut faire dans l'ensemble de ce qui est nécessaire pour de la discipline fiscale. Mais il y a quand même lâché des petits trucs, mais comme tu dis, là, on revient au modèle à la pièce. Tu sais, comme son exemple de dire Radcan, c'est fini, on vient de chercher 1 milliard. Ça, c'est une chose, mais c'est pas 1 milliard que ça nous prend. C'est ça, le déficit fédéral, le déficit fédéral, maintenant que tu me le demandes à brûle pour point, le chiffre m'échappe, mais 1 milliard, c'est une goutte dans l'eau. C'est 350 milliards, il me semble, de mémoire dans ces eaux-là. Le chiffre précis m'échappe, mais c'était 150 avant Justin, là, mais c'est écoute, ça. Même si je me trompe de, disons, un facteur de 2, OK, c'est encore une goutte d'eau. La partie de Radio-Canada. D'ailleurs, il a l'air de dire que c'est seulement la partie anglophone de Radio-Canada qui disparaîtrait. Oui, c'est ce qu'il Donc, dit. c'est probablement encore moins que d'1 milliard. Il n'y a pas grand-chose que le fédéral peut faire. En fait, les grands programmes fédéraux, comme je dis, c'est des choses qui devraient peut-être retourner aux provinces. Donc, tout ce qui est l'assurance dentaire qui est en train de se faire, tout ce qui est les espèces d'efforts d'aider pour les garderies devrait être retourné effectivement aux provinces. Après ça, il y a l'assurance emploi. Et il y a eu plusieurs réformes de l'assurance-emploi dans les années 90. Elles fonctionnent plus ou moins bien. Probablement des petites choses que tu peux faire à la marge pour l'améliorer, mais c'est pas un programme aussi dysfonctionnel qu'il l'était, disons, il y a 30 ans. Alors, tout ce qui reste, c'est les transferts fédéraux. Et ça, si t'es le gouvernement fédéral, les chances que tu touches aux transferts fédéraux sont très limitées parce que tu te retrouves tout le temps avec des longues chicanes autour de ça. Même si techniquement, je pense qu'il y a un cas à faire que le fédéral devrait éliminer tous les transferts fédéraux et de baisser les impôts de la même proportion pour laisser les provinces occuper le domaine fiscal qu'ils peuvent occuper. Mais ça, il n'y a aucun politicien fédéral qui va faire ça. Donc, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est comme sur lequel Pierre Poilievre peut faire grand-chose, sur lequel il a dit des détails. C'est comme un catch-22. Parce que, tu sais, ce que tu me dis là, mettons qu'un politicien annonce ça. Écoute, c'est un changement majeur. J'ai l'impression que l'électorat canadien, peut-être encore plus même québécois, a une tendance à avoir peur que tout débarque, peur que là, mais qui va payer mes ci, puis mes ça, puis qui va payer ça, puis j'ai l'impression que l'affaire d'y aller à la pièce, c'est comme si les politiciens voulaient être prudents, pas faire peur au monde, parce qu'on s'entend, Vincent, je veux dire, un politicien arrive qu'on connaît pas encore dans 10 ans, puis qui dit là, le Canada, on change bout pour bout. L'assurance santé, ça va être privé. Les transferts aux provinces, ça n'existe plus. On calque, je sais pas, exemple, le modèle américain. On s'entend que les électeurs vont être apeurés, là.
Tout le monde va avoir peur de tout perdre ses privilèges. Là. Je suis pas d'accord avec ça, pour 2 raisons. Encore une fois, l'exemple de Paul Martin tantôt, la réforme des années 90, que Paul Martin l'a faite, si tu prends, disons, tout ce qui a été fait pour effort fiscal pour équilibrer le budget, 6 de 7 $, si tu prends comment ce qui était fait, l'effort, 6/7 en gros de l'effort était fait par des réductions de dépenses. Ouais. Et Paul Martin a expliqué ça pendant plusieurs années. Il a établi les expectatives. Il a dit comme low tide or high wave. Donc l'idée, c'est que indépendant de ce qui se passe dans l'économie en général, nous allons accomplir l'objectif. On va se commettre à le faire. Si les choses vont mieux pour d'autres raisons, tant mieux, mais si tout va en enfer, on va quand même accomplir l'objectif. Il a expliqué qu'ils allaient le faire, comment ils allaient le faire, quel programme allait être identifié. Ils ont identifié des mini-privatisations qui ont été faites. Donc, par exemple, il y a eu une sorte de privatisation des aéroports. Il y a eu l'implication du privé dans d'autres domaines, notamment dans ce qui était NAV Canada. Il y a eu des tentatives de déléguer certaines portions de Post Canada. Il y a eu des efforts très clair. Et quand tu les expliques, les gens embarquent. Et on a une littérature qui est expliquée notamment par Alberto Alessina, qui est malheureusement décédé, mais qui était un excellent économiste. Et il avait montré, en fait, que les gouvernements qui faisaient de l'austérité, ils utilisaient le mot que des gens ont mal défini, qui veut dire tout et n'importe quoi maintenant, mais qui dit qu'ils font des efforts pour balancer le budget à toute fin pratique. Il disait que ceux qui le faisaient en réduisant les dépenses, 75% du temps à peu près, j'oublie la proportion exacte, ils étaient réélus. Donc, généralement, ce qui fait des efforts fiscaux de discipline fiscale qui fonctionnent sont ceux qui sont basés sur une réduction des dépenses, pas une augmentation des impôts. Donc, c'est pas impossible, il faut juste se commettre à faire un effort de pédagogie publique. Ben c'est ça. Est-ce qu'on manque de communicateurs? C'est quoi le bug? Parce que, tu sais, j'ai l'impression que ce que tu dis là, ça doit être, à quelque part, là, ça, si j'essaie de suivre la logique, ça doit être la base du discours de Poilievre. Mais pourquoi pas y aller all-in dans ce cas-là? Est-ce qu'on manque de vulgarisateurs, de communicateurs en politique? C'est quoi qu'est-ce qui nous manque, tu sais, pour nous l'expliquer comme il faut? Je te dirais que ça... Je sais pas qu'est-ce qui manque pour que quelqu'un fasse campagne sur ça, mais je te dirais que c'est peut-être pas la bonne question. Parce que ça fait plusieurs fois aussi que je le dis, l'idéologie d'un politicien est le pire prédicteur possible de ce qu'il va faire. J'ai vu des politiciens de gauche défendre des privatisations. J'ai vu des politiciens de droite défendre des nationalisations. Et au Québec, quand tu regardes qui a fait les efforts de discipline fiscale, c'était au début les péquistes, ensuite Philippe Couillard. Au fédéral, c'était Jean Chrétien, les libéraux de Jean Chrétien. L'idéologie est un mauvais prédicteur de ça. Généralement, ce qu'il prédit, c'est la situation fiscale au moment de l'arrivée au pouvoir d'un politicien en particulier. Mais là, c'est assez dramatique. C'est pour ça que je trouve qu'on dirait que l'élu ne s'est pas présenté, là. Ben, ça veut pas dire, par exemple, disons que on peut faire même de la politique fiction pour illustrer mon point. Ça serait possible, disons, que si Justin Trudeau, disons, est remplacé par Mark Carney et que Mark Carney devient premier ministre à la place de Justin Trudeau et même gagne une élection, ben c'est pas l'idéologie de Mark Carney qui va me dire s'il va faire les réformes ou non. Ça va être beaucoup plus en fonction de la situation fiscale au moment que lui arrive au pouvoir. Et même donc, Justin, même en allant pas en fiction, même Justin là, fait des backtracks là, depuis... je trouve qu'allumé en retard, là, mais là, l'immigration, c'était too much. Là, je suis peut-être allé un peu loin. T'sais, on sent que même lui est bousculé par la situation. C'est un peu ça, là. Faut jamais oublier à quel point un politicien est capable de se concentrer sur un sujet s'il sent que sa réélection est vraiment en jeu. Oui. Et de se contorsionner aussi, oui. Exactement. Donc, je pense que la situation, le cas pourrait survenir où des réformes vont se passer, mais je me fierais pas, et c'est ça, j'encourage tous les gens à faire ça, c'est toute la chose que je fais à chaque fois qu'il y a des élections. Je dis, ce que les candidats disent dans la campagne, très souvent, ce n'est pas pertinent. D'ailleurs, on a plein d'études en sciences politiques qui montrent que les gens sont conscients de ça, qu'une grosse proportion de ce qui est dit est soit de la frime ou soit va être renié pour d'autres choses plus tard. C'est rare. C'est très, très rare que ce qui est dit en campagne, on peut... 100% des promesses, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai jamais vu un gouvernement remplir toutes ses promesses. Non seulement ça. Souvent, on présente quelque chose, puis c'est tout le contraire qu'on fait. Fait que, on le voit ici au municipal. Hey, je voulais juste souligner ceci. Je pense que je fais de l'anxiété. Je suis allée voir la dette du Canada, là.
Là, je parle pas pour chaque exercice financier. Je regarde la dette totale, cumulée. On dit que l'encours total de la dette contractée sur les marchés devrait atteindre 1441 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2024-2025. C'est parce que ça, on embarque tout, j'imagine, dans la dette. Là. Oui, probablement c'est une des raisons pour laquelle je crois que quelque chose va se passer indépendamment des candidats. Comment ça va se passer, je pense que c'est plus difficile à savoir, mais qu'il va devoir y avoir des réformes fiscales. Largement parce que si tu regardes, le chiffre en dollars est peut-être pas le bon chiffre à regarder, c'est la proportion du PIB que la dette représente. D'accord. Et sur ça, le Canada est dans la zone vraiment d'inconfort, puisque toute dette cumulée, province, municipale, fédérale, toute agence gouvernementale, en gros, on excède 100% du PIB. Et donc, la nécessité de la discipline fiscale est présente maintenant, elle est inévitable. En fait, aucun politicien veut vraiment se retrouver avec la situation d'être celui qui doit le faire. Mais c'est inévitable qu'il va devoir y avoir un effort substantiel de discipline fiscale à faire parce que la dette rejoint des niveaux qui sont non seulement difficiles d'emprunter à nouveau, mais qu'il y a un point au-delà duquel, si on emprunte trop, la dette publique peut aussi ralentir la croissance économique de manière prononcée, ce qui augmente le fardeau de la dette dans l'avenir. Est-ce qu'on est sur le bord d'une... Parce que toi, tu dois être au courant de ces trucs-là. Je ne vais pas te prendre au dépourvu, mais est-ce qu'on est sur le bord d'une décote au Canada? Écoute, moi, je fais pas de prédiction. Il semble qu'il y avait eu des avertissements, Non, je veux pas une prédiction, mais de... Non, mais c'est parce que sinon, je fais ce que François Trahan fait tout le temps quand il va à l'émission de Gérald Filion. Je vais finir par prédire 7 des dernières 3 récessions. Donc, je suis pas très, très fan de faire des prévisions, mais je peux dire que s'il n'y a pas correctif de la situation, qu'il n'y a pas même un effort de discipline fiscale, ne serait-ce que de ralentir la vitesse de croissance des dépenses. Pas de les couper, juste de ralentir. On augmente de beaucoup les probabilités que les marchés financiers répondent en décotant. C'est ce qu'ils font habituellement. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est inévitable. Non, mais je parierais mon argent là-dessus. Ouais. Puis c'est drôle, regarde, en terminant, mais c'est parce que j'écoute, tu me parlais de RDI, l'émission de Gérald Filion. Présentement, on est en train de se demander sur le panel, est-ce qu'on aura droit à un retour à l'austérité? Donc voilà, c'est reparti. La machine... Il faut se souvenir que ce qu'eux ont appelé l'austérité, qui était quand M. Couillard était premier ministre, les dépenses publiques ont augmenté à la même vitesse que l'inflation. Une diminution de l'augmentation. Est-ce qu'on a eu une austérité au Canada? Là, on parle souvent du Québec avec Philippe Couillard. Là. Est-ce qu'au Canada, on a connu une austérité? Une vraie réduction de dépenses sur l'Alberta qui qualifie dans les années 90 et le gouvernement fédéral qui a vraiment fait un effort très substantiel de réduction des dépenses publiques. Mais faut se souvenir qu'après les efforts de dépenses de discipline fiscale du gouvernement libéral de Jean Chrétien, on a eu une période de très bonne croissance au Canada. Oui. On a eu une période où est-ce que les salaires, même au bas de l'échelle, augmentaient très vite. Donc, il y a des bénéfices sociaux très importants d'un État qui met ses finances publiques en ordre. Et malheureusement, on oublie les vertus de la discipline fiscale présentement. Et donc, ce qu'on appelle l'austérité, qui n'a pas besoin d'être couper les dépenses de 50%, même, je rappelle ce que Philippe Couillard a fait, juste de laisser les dépenses publiques augmenter à la vitesse de l'inflation plus la croissance de la population. Et c'est suffisant pour amener le gouvernement du Québec à une situation de discipline fiscale assez importante sans grande difficulté. Là. Ceux qui parlent d'austérité, c'est juste qu'ils veulent les dépenses n'augmentent pas assez vite pour eux. Mais ça, à un moment donné, puis je sais pas si tu me secondes, mais si vous voulez une vraie belle histoire d'austérité, trouvez-vous un livre sur ce qui s'est passé en Grèce il y a 10-15 ans. D'après moi, là, D'ailleurs, le problème de la Grèce, rapidement, là, les gens disent la Grèce, faudrait casser quelque chose. La Grèce, il y avait un cas unique où est-ce que ils avaient une monnaie qui était l'euro, dans lequel ils n'étaient pas bien intégrés. Et ce qui
se passait, c'est que tu avais une déflation qui était un peu forcée en même temps, au lieu d'avoir ce que normalement une économie bien intégrée ferait, juste avoir une dépréciation du taux de change, ce qui fait un ajustement via les exportations. Non, mais c'est pas pour blaster les Grecs, c'est plus pour une vraie austérité. Non, mon là, point, c'est quand on rentre d'une place et qu'on dit 1 sur 2, faites vos valises. Là. Ça, c'est... Non, mais le point de l'austérité grecque, ce que les gens appellent l'austérité, ce qu'ils associent à l'austérité plus précisément, est en fait le problème de politique monétaire. C'est pas un problème de politique fiscale, ce qui s'est passé avec la crise de 2008. L'austérité était la seule réponse possible, étant donné la contrainte d'être membre de l'euro. Mais ce que je veux dire, c'est pour comparer, là, parce qu'ici, il y a beaucoup de larmes là, qui coulent, les larmes de l'austérité. Là, ça a pas de... Si vous voulez voir un gouvernement qui coupe pour vrai, là, ça a brassé en tabarouette en Grèce il y a 10-15 ans. C'était quelque chose. Merci, Vincent. Toujours un plaisir. On se parle dans une semaine. Cheers. Salut, bye. Vincent Geloso, professeur au George Mason University et aussi, évidemment, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. 13h16, Gary s'en vient. On fait une pause. Ouellette, en direct. Radio X.